Tu te crois rationnel, n'est-ce pas? Tu te crois quelqu'un qui comprend à peu près comment fonctionne le monde, quelqu'un qui lève les yeux vers le ciel de temps en temps et qui se dit que tout ça, c'est grand. Oui, très grand, mais que la vie continue. Quand même que le café du matin est encore chaud et que la journée t'attend. Et si cette certitude tranquille, ce sentiment d'être un observateur lucide du cosmos, était précisément la chose la plus dangereuse que tu puisses ressentir en ce moment? Bueno, laisse Feynman te poser une question simple. Une seule, qu'est-ce qui se trouve à la limite de l'univers? Pas une métaphore, pas une image poétique, une vraie question physique, brutale, inconfortable. Et la réponse, si jamais on ose la regarder en face, est quelque chose qui ne devrait tout simplement pas être possible. Quelque chose qui défie non seulement notre intuition, mais les fondements même de la logique que nous utilisons pour penser. Imagine une nuit claire, loin des villes, loin des lumières artificielles qui nous protègent de notre propre petitesse. Tu es allongé sur l'herbe ou peut-être assis sur un rocher froid et tu regardes vers le haut. Des milliers d'étoiles, des milliers de soleils, chacun possiblement entouré de planètes, certaines peut-être habitées par quelque chose que nous n'avons pas encore les mots pour décrire. Et là, dans ce silence qui pèse sur ta poitrine comme une main invisible, une pression douce mais insistante juste en dessous du sternum, tu réalises quelque chose. Tu réalises que tout ce que tu vois, absolument tout, représente une fraction infinitésimale de ce qui existe réellement. Moins d'1%, moins d'une goutte dans tous les océans du monde. Et pourtant, cette fraction est déjà si vaste qu'elle dépasse toute capacité humaine de visualisation honnête. Puis, c'est là que commence le voyage, et c'est là aussi que commence le vertige. Feynman aimait dire que la nature n'est pas obligée de nous plaire. Elle n'est pas conçue pour que nos cerveaux de primates, façonnés par des millions d'années à éviter des prédateurs dans des savanes africaines, puissent la comprendre facilement. Et pourtant, il croyait, avec une conviction qui ressemblait presque à de la joie, que comprendre était possible, que c'était même l'aventure la plus excitante que l'espèce humaine ait jamais entreprise. Alors, es-tu prêt à entreprendre cette aventure avec lui ce soir? Parce que ce qu'il y a aux limites de l'univers, ce n'est pas seulement une curiosité cosmologique abstraite. C'est une question qui touche directement à ta survie, à la survie de tout ce que l'humanité a jamais créé, pensé, aimé, construit. Fijate bien, dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cette frontière invisible de l'univers observable change tout. Pourquoi la physique de ses limites extrêmes contient des clés que nous n'avons pas encore utilisées. Et pourquoi ignorer ces questions n'est pas simplement un choix intellectuel, c'est une condamnation à mort, à retardement pour notre espèce entière. Maintenant, imagine ceci. Un enfant, 7 ou 8 ans peut-être, qui lève les yeux vers le ciel étoilé depuis le jardin de ses parents. Sa mère est à côté de lui et il lui pose la question la plus naturelle du monde. Jusqu'où ça va? La mère sourit, un peu embarrassée, et dit quelque chose comme « Très loin, mon chéri, très très loin ». Et l'enfant insiste. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Et là, la mère n'a plus de réponse. Personne n'en a vraiment. Parce que la réponse honnête est quelque chose qui devrait faire frissonner n'importe quel adulte qui se respecte. Cet enfant, c'est chacun de nous. Et cette question, celle que Feynman a posée toute sa vie avec la même fraîcheur que ce gamin dans le jardin, c'est la question qui nous définit en tant qu'espèce consciente. Sommes-nous capables de regarder le vide en face et d'y trouver non pas de la terreur, mais de la curiosité? Sommes-nous capables de transformer notre ignorance en carburant? Puis, voilà où nous en sommes ce soir. Tu écoutes cette voix, peut-être dans tes écouteurs, peut-être dans une pièce silencieuse, et quelque part dans ta poitrine, juste derrière le sternum, il y a quelque chose qui commence à s'agiter. C'est la curiosité. C'est l'instinct le plus précieux que l'évolution t'ait jamais donné. Ne l'étouffe pas. Et si tu sens que cette conversation mérite d'être partagée, que d'autres esprits curieux autour de toi méritent de sentir ce vertige, alors abonne-toi maintenant, parce que l'univers ne fait pas de remise pour les retardataires. Et laissez un commentaire avec la première question cosmique qui te passe par la tête, parce que quelque part dans ce cosmos immense, il y a peut-être une réponse qui n'attend que toi. Mais revenons à l'essentiel. Revenons à ce qui devrait t'empêcher de dormir. Mira, voici ce qu'on ne te dit pas assez clairement. En ce moment précis, pendant que tu lis ou écoutes ces mots, notre planète est une cible. Pas métaphoriquement, physiquement. La Terre tourne dans un système solaire qui lui-même se déplace à travers une galaxie remplie d'objets qui n'ont aucune conscience de notre existence et aucune raison de l'avoir.
des astéroïdes, des comètes, des explosions stellaires dont le rayonnement peut stériliser une planète entière depuis des distances que ton esprit ne peut pas vraiment saisir. Tout cela existe, tout cela se déplace. Et nous sommes là, sur ce point bleu pâle, comme dirait quelqu'un d'autre que Feynman, mais qu'il aurait certainement apprécié, en train de nous disputer pour des frontières tracées sur des cartes et des idéologies, qui seront oubliées en moins de 1000 ans. Me sigue, parce que c'est là que la peur existentielle doit entrer. Pas la peur paralysante, non. Feynman détestait la peur paralysante. Il disait que la peur sans action est le luxe des esprits qui ne comprennent pas vraiment la situation. Mais la peur qui mobilise, la peur qui dit « Attention, il y a urgence, il faut comprendre, il faut agir, il faut explorer », cette peur-là est un cadeau. Combien de civilisations, si tant est qu'il en existe d'autres dans notre galaxie, ont disparu parce qu'elles n'ont pas réussi à sortir de leur berceau planétaire à temps? Combien de formes de vie intelligentes ont développé l'art, la musique, la philosophie, peut-être même une forme de physique quantique, pour ensuite être effacées par un impact, une éruption volcanique cataclysmique, une variation climatique que leur technologie n'était pas assez avancée pour contrer? Nous ne le saurons jamais, et c'est précisément ça qui est terrifiant. L'histoire de l'humanité, 70 000 ans depuis les premiers Homo sapiens modernes, 100 000 ans si on est généreux, est un battement de cils à l'échelle cosmique. Et toute cette histoire, toutes les cathédrales, toutes les symphonies, toutes les équations, tout Shakespeare, tout Dostoïevski, tout Feynman lui-même, tout cela repose sur la stabilité provisoire d'une seule planète. Autour d'une seule étoile de taille moyenne, dans une banlieue tranquille d'une galaxie parmi 2000 milliards d'autres. 2000 milliards, prononce ces mots lentement. Laisse-les résonner quelque part derrière les yeux, là où la journée s'accumule habituellement sous forme de fatigue et de préoccupations ordinaires. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et nous existons sur une petite roche autour d'une de ces étoiles, sans aucun plan de secours. C'est ça, le conflit réel. Pas les guerres, pas les crises économiques. Le vrai conflit existentiel de l'espèce humaine, c'est ceci. Nous avons développé juste assez d'intelligence pour comprendre notre vulnérabilité, mais pas encore assez de sagesse collective pour faire de notre expansion cosmique une priorité absolue. Et le temps, lui, ne nous attend pas. Feynman avait cette façon particulière de poser les problèmes. Il aimait réduire les choses à leur essence. Il disait « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. Alors, expliquons simplement la situation. Nous sommes une espèce intelligente sur une planète fragile. Cette planète sera détruite un jour. C'est une certitude physique, pas une hypothèse. La seule variable est le timing. Et notre seule chance de survie à long terme, à l'échelle de millions d'années, est de devenir une civilisation multiplanétaire, puis interstellaire. Voilà le problème, voilà l'urgence. Est-ce que c'est assez simple? Mira, et voilà que nous arrivons à quelque chose que peu de gens osent vraiment regarder en face. Notre soleil, cette boule de feu généreuse qui chauffe ton visage quand tu sors le matin, qui fait pousser les tomates dans les jardins et qui alimente chaque forme de vie sur cette planète, est une étoile. Et les étoiles meurent. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil entrera dans sa phase de géante rouge. Il grossira jusqu'à engloutir les orbites de Mercure, de Vénus et probablement de la Terre elle-même. 5 milliards d'années, c'est long, me diras-tu. Oui, mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qui se passe bien avant ça. Dans environ 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté de façon suffisante pour rendre les océans de la Terre instables. L'eau commencera à s'évaporer dans un processus d'emballement que rien ne pourra arrêter. Dans 1 milliard d'années, ce n'est pas 5 milliards, c'est un... Et si l'humanité existe encore dans 1 milliard d'années, ce dont nous ne savons absolument rien, elle devra avoir depuis longtemps quitté ce système solaire. Mais avant même ça, il y a les astéroïdes. Il y a les supernovae dans notre voisinage galactique. Il y a les sursauts gamma, ces explosions cosmiques si violentes qu'elles peuvent stériliser des planètes situées à des milliers d'années-lumière de leur source. Il y a notre propre capacité à nous détruire nous-mêmes que Feynman observait avec un mélange de tristesse et d'ironie désabusée, ayant lui-même participé au projet Manhattan et ayant passé le reste de sa vie réfléchir aux implications morales de la physique nucléaire. L'OVS, chaque couche que nous pelons révèle une nouvelle urgence. Et ce n'est pas pour te démoraliser, c'est pour te réveiller. Parce que voici ce que Feynman savait mieux que presque n'importe qui.
La physique n'est pas l'ennemi de l'humanité. La physique est notre seul véritable allié. Comprendre les lois fondamentales de l'univers, c'est comprendre comment s'en servir. C'est la différence entre être une espèce qui subit l'univers et être une espèce qui commence, très lentement, à le naviguer. Et maintenant, accroche-toi, parce que nous allons entrer dans le territoire vraiment inconfortable. Nous allons parler de la paradoxe de Fermi, et quand tu auras compris ce qu'elle implique réellement, tu ne regarderas plus jamais le ciel de la même façon. En 1950, le physicien Enrico Fermi, déjeunant avec des collègues, a posé une question apparemment simple. Où sont-ils? S'il existe des milliards de systèmes stellaires dans notre galaxie seule, et si beaucoup d'entre eux ont des planètes habitables, et si la vie tend à apparaître et à évoluer vers l'intelligence, alors où sont toutes ces civilisations extraterrestres? Pourquoi le cosmos est-il si silencieux? Puis, cette question en apparence anodine est en réalité l'une des plus terrifiantes que la science ait jamais posées. Parce que les réponses possibles sont toutes, sans exception, profondément dérangeantes. Première possibilité, nous sommes seuls. Il n'y a pas d'autre vie intelligente dans l'univers observable. Nous serions alors quelque chose de tellement improbable, tellement statistiquement impossible, que notre existence elle-même serait le miracle cosmique le plus extraordinaire jamais accompli. Et dans ce cas, notre responsabilité de survivre et de nous propager est absolue. Nous serions les seuls gardiens de la conscience dans cet univers immense. Imagine la pression. Deuxième possibilité, la vie intelligente existe, mais elle se détruit toujours elle-même avant de pouvoir se propager. Les guerres nucléaires, les catastrophes climatiques auto-infligées, les pandémies, les technologies incontrôlables. Il existerait ce que certains appellent un grand filtre, une barrière presque infranchissable que toute civilisation doit traverser avant d'atteindre le stade interstellaire. Et la question terrifiante est, sommes-nous déjà passés par ce filtre ou est-il encore devant nous? Si le grand filtre est derrière nous, si la vraie difficulté était l'émergence de la vie complexe ou de l'intelligence, alors nous avons de la chance et l'avenir est peut-être ouvert. Mais si le grand filtre est devant nous, si c'est quelque chose que toute civilisation technologique fait inévitablement qui la détruit, alors notre histoire future ressemble à un chemin qui mène vers un précipice. Invigilable. Feynman, avec son pragmatisme caractéristique, aurait probablement dit quelque chose comme « Eh bien, la seule façon de ne pas tomber dans le précipice, c'est de cartographier le terrain. » Et cartographier le terrain, en l'occurrence, c'est comprendre la physique, comprendre comment voyager, comprendre comment communiquer à travers les distances cosmiques, comprendre ce que la vie peut être sous ses formes les plus inattendues. Tien Sentido, parce que nous arrivons maintenant au moment où la peur doit se transformer en quelque chose d'autre, en outil, en concept, en possibilité réelle. Dans quelques instants, je vais te révéler comment les physiciens pensent réellement les voyages interstellaires, pas la science-fiction, la vraie physique, avec ses impossibilités apparentes et ses portes ouvertes, surprenantes. Je vais te montrer comment la vie extraterrestre pourrait exister sous des formes que notre biologie terrestre ne nous a pas préparés à imaginer. Et je vais te montrer pourquoi les limites de l'univers observable ne sont pas simplement une frontière géographique, mais une frontière conceptuelle qui, une fois franchie intellectuellement, change tout. Bueno, commençons par les limites. Qu'est-ce que c'est vraiment la limite de l'univers observable? Imagine que tu es debout au centre d'une sphère. Autour de toi, dans toutes les directions, tu peux voir à une certaine distance. Cette distance est déterminée par la vitesse de la lumière multipliée par l'âge de l'univers. Puisque l'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années et que la lumière a voyagé pendant tout ce temps depuis le Big Bang, la sphère observable autour de nous a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Pourquoi 46 et non pas 13,8 milliards? Parce que l'espace lui-même s'est étendu pendant tout ce temps. La lumière que nous voyons aujourd'hui en provenance des galaxies les plus lointaines a voyagé pendant 13 milliards d'années. Mais la source de cette lumière est maintenant beaucoup plus loin à cause de l'expansion de l'univers. Et voilà la première chose qui ne devrait pas être possible. L'espace s'étend. Pas dans quelque chose. L'espace lui-même se dilate. Il n'y a pas de récipient plus grand dans lequel l'univers gonflerait. L'espace crée de l'espace. C'est une phrase qui a l'air philosophique, mais qui est en réalité une description physique précise et vérifiable. Feynman adorait ce genre de concept, précisément parce qu'il violait toutes nos intuitions quotidiennes et que cette violation, loin d'être un problème, était la preuve que la nature est infiniment plus inventive que notre imagination.
Et au-delà de cette sphère observable, qu'y a-t-il au-delà de ce que la lumière peut nous montrer? C'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Mais nous avons des raisons de penser que l'univers continue, très probablement pour toujours, dans toutes les directions. L'univers observable n'est pas l'univers total. C'est seulement la portion que les lois physiques nous permettent de voir depuis notre position. Au-delà de cet horizon cosmique, il y a probablement d'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres planètes, peut-être d'autres formes de conscience, mais qui ne peuvent jamais entrer en contact avec nous parce que l'espace entre eux et nous s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Mira, est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Il existe, selon toute probabilité physique, des régions de l'univers qui sont à jamais inaccessibles, non pas parce qu'il n'y a rien là-bas, mais parce que le tissu de l'espace-temps s'étend trop vite pour que quoi que ce soit, même la lumière, même l'information, puisse jamais nous parvenir de ces régions. Ce n'est pas une limite physique dans le sens d'un mur. C'est une limite causale, une frontière au-delà de laquelle aucune cause ne peut jamais produire d'effet ici. Et voilà ce qui ne devrait pas être possible. L'univers est potentiellement infini, et pourtant nous vivons dans une bulle causale finie. Nous existons dans une île d'information entourée d'un océan d'ignorance structurelle permanente inscrite dans les lois mêmes de la physique. Feynman aurait dit « Voyez-vous le problème ?» Non, pas le problème, la beauté. La beauté troublante de ce fait. Imaginate pour un momento que tu es une fourmi vivant sur un immense tableau de boulier. Tu peux interagir avec les billes autour de toi, mais tu ne peux jamais voir le bord du tableau. Et plus tu avances, plus de nouvelles billes apparaissent à l'horizon pendant que d'autres disparaissent derrière toi. C'est l'univers observable. Nous sommes des fourmis sur un tableau infini, avec une fenêtre de vision finie. Et la physique de cette fenêtre, les lois qui gouvernent ce que nous pouvons voir et ne pas voir, ce sont les lois que nous devons maîtriser si nous voulons comprendre notre situation réelle. Mais maintenant, parlons de quelque chose de plus concret. Parlons des voyages interstellaires. Parce que comprendre les limites de l'univers n'est utile que si nous avons un plan pour les explorer, ou du moins pour explorer notre voisinage galactique immédiat. Feynman était fasciné par la question de la propulsion. Non pas par patriotisme technologique, mais par curiosité physique pure. Quelles sont les limites réelles imposées par les lois de la nature à notre capacité de nous déplacer dans l'espace? La première limite est la vitesse de la lumière. Dans notre univers, rien qui possède une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Pourquoi? Parce qu'à mesure qu'un objet massif accélère, son énergie cinétique augmente, et cette énergie contribue à sa masse effective, ce qui rend l'accélération supplémentaire de plus en plus difficile. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. C'est physiquement impossible, pas technologiquement difficile, physiquement impossible. Mais voilà où Feynman aurait levé un doigt et souri de ce sourire caractéristique. Et pourtant, s'approcher de la vitesse de la lumière est non seulement possible en théorie, mais produit des effets fascinants qui changent tout. La dilatation du temps. Si tu voyages à une fraction élevée de la vitesse de la lumière, disons à 99,9% de celle-ci, le temps s'écoule différemment pour toi par rapport aux personnes restées sur Terre. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une métaphore, c'est une conséquence réelle, mesurée, vérifiée de la relativité restreinte d'Einstein. Un voyage vers l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière, prendrait environ 4 ans et 2 mois depuis la perspective d'un observateur sur Terre. Mais pour les voyageurs à l'intérieur du vaisseau, se déplaçant à 99,9% de la vitesse de la lumière, seulement quelques semaines s'écouleraient. Meusig, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique de première année d'université, dérivable avec du calcul différentiel de base et des expériences de pensée que Feynman aimait transformer en jeux intellectuels lors de ses cours à Caltech. Le problème, bien sûr, est l'énergie nécessaire pour atteindre ces vitesses. Avec nos technologies actuelles, propulsion chimique, même propulsion nucléaire, les temps de voyage vers les étoiles les plus proches se comptent en dizaines de milliers d'années, pas en générations, en dizaines de milliers d'années. C'est pour l'instant hors de portée. Mais voici ce qui est extraordinaire. Il existe des concepts de propulsion qui, sans violer aucune loi physique connue, pourraient théoriquement permettre des voyages interstellaires sur des échelles de temps humaines. La voile solaire, qui utilise la pression de radiation de la lumière stellaire pour accélérer une sonde légère, a déjà été testée.
Le projet Breakthrough Starshot propose d'utiliser des lasers puissants pour pousser des nanopuces à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Pas des vaisseaux habités, pas encore, mais des sondes capables d'atteindre le système de Proxima Centauri en environ 20 ans. 20 ans, pense à ça. Dans 20 ans, si nous construisons cette technologie aujourd'hui, nous pourrions avoir des images, des données, peut-être même des détections de signatures chimiques d'une atmosphère planétaire dans le système stellaire le plus proche du nôtre. Et si cette atmosphère montre des signes de déséquilibre chimique, d'oxygène libre, de méthane, de molécules complexes qui ne persistent que si quelque chose les produit activement, alors nous aurions la réponse à la question la plus importante de l'histoire humaine. Sommes-nous seuls ? Fijate bien parce que nous arrivons maintenant à la biologie extraterrestre et c'est là que Feynman aurait probablement sorti ses bongos de joie intellectuelle. La biologie terrestre repose sur quelques principes chimiques fondamentaux. Le carbone comme épine dorsale moléculaire, parce que le carbone peut former jusqu'à 4 liaisons avec d'autres atomes, créant une variété combinatoire extraordinaire de molécules complexes. L'eau comme solvant universel, parce que l'eau est polaire, liquide sur une large plage de température et facilite les réactions chimiques nécessaires à la vie telle que nous la connaissons. L'ADN comme système de stockage et de transmission de l'information génétique. Mais ces choix sont-ils les seuls possibles ? Ou sont-ils simplement les solutions que la chimie a trouvées sur une planète particulière, dans des conditions particulières ? Puis, voici ce que la chimie nous dit. Le silicium, qui se trouve juste en dessous du carbone dans le tableau périodique, peut également former 4 liaisons. Il est, lui aussi, capable de créer des molécules complexes, des silicates, des silicones. Dans des environnements à très basse température, le silicium pourrait théoriquement jouer un rôle analogue à celui du carbone dans des formes de chimie que nous appellerions peut-être de la vie, si nous les rencontrions. Feynman aurait posé la question avec délice. Pourquoi supposer que la vie doit ressembler à ce que nous connaissons et l'eau, ce solvant universel que nous chérissons ? L'ammoniac liquide, dans des conditions de pression et de température appropriées, peut jouer un rôle solvant comparable. Sur des lunes comme Titan, la plus grande lune de Saturne, il existe des lacs de méthane liquide. Le méthane, à des températures cryogéniques, pourrait permettre des réactions chimiques d'une complexité suffisante pour qu'on puisse parler de quelque chose ressemblant à de la vie. Pas de la vie comme nous la comprenons, mais de la chimie organisée, autoréplicante, potentiellement évolutive. L'OVS, la vie, peut-être, n'est pas une propriété de certaines molécules spécifiques. La vie est peut-être une propriété de l'organisation de l'information chimique, quelle que soit la chimie sous-jacente. C'est une idée que Feynman aurait adorée, précisément parce qu'elle généralise le concept au-delà de notre expérience locale et le transforme en principe physique potentiellement universel. Et sur Europa, cette lune de Jupiter dont la surface est recouverte d'une épaisse couche de glace. Sous cette glace, les marées gravitationnelles exercées par Jupiter génèrent suffisamment de chaleur pour maintenir un océan liquide. Un océan d'eau liquide, en contact avec un fond rocheux, soumis à des gradients thermiques et chimiques chauffés par des sources hydrothermales. Sur Terre, les sources hydrothermales des fonds marins, là où aucune lumière solaire ne pénètre jamais, abritent des écosystèmes entiers de créatures qui tirent leur énergie non pas de la photosynthèse, mais de la chimie, des roches. Ces écosystèmes existent sans lumière, sans atmosphère, dans des conditions de pression et de température extrêmes. Et pourtant, ils vivent. Europa pourrait avoir des conditions analogues. Encelade, la lune de Saturne éjecte des geysers d'eau chargés de molécules organiques complexes dans l'espace. Nous avons déjà détecté ces molécules, nous les avons analysées. Et certaines d'entre elles sont des précurseurs de ce que nous appelons la chimie prébiotique. Est-ce que tu sens ce frisson, ce léger picotement à la base du crâne, là où le mystère rencontre la possibilité? C'est ce que Feynman appelait le plaisir de trouver les choses. Pas encore les trouver, mais être sur le chemin. Sentir que la piste est chaude, que la réponse est quelque part dans le territoire que la physique et la chimie nous ont ouvert. Bueno, mais revenons aux limites de l'univers, parce que j'avais promis de t'expliquer ce qui s'y trouve et ce qui ne devrait pas être possible. Au-delà de l'horizon cosmique, au-delà de ce que la lumière peut nous montrer, les modèles cosmologiques basés sur l'inflation cosmique, cette expansion extraordinairement rapide de l'univers dans les premiers instants, après le Big Bang, suggère quelque chose de véritablement vertigineux.
Pendant cette période d'inflation, différentes régions de l'univers primordial auraient pu se retrouver causalement déconnectées les unes des autres, chacune avec ses propres fluctuations quantiques initiales. Et ces fluctuations amplifiées par l'inflation auraient pu donner naissance à des régions avec des constantes physiques légèrement différentes. Des régions où la constante gravitationnelle est différente, où la masse de l'électron est différente, où les lois de la physique que nous connaissons ne s'appliquent tout simplement pas de la même façon. C'est ce qu'on appelle le multivers cosmologique. Et c'est là que nous entrons dans le territoire philosophiquement explosif. Parce que si des régions avec des constantes physiques différentes existent, et si certaines de ces constantes ne permettent pas la formation d'atomes stables, d'étoiles, de planètes, de vie, alors la question se pose. Pourquoi nos constantes à nous sont-elles précisément celles qui permettent l'existence de tout ce que nous connaissons? Feynman était prudent avec les spéculations non testables. Il aimait répéter que la science est ce qui nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce que nous voudrions qu'il soit vrai. Et le multivers, dans son état actuel, est une hypothèse mathématiquement cohérente, mais empiriquement non testable. Ce n'est pas une raison de la rejeter, c'est une raison de travailler à la rendre testable. Et c'est exactement ce que font certains des physiciens les plus brillants de notre époque. Imaginate pour un momento que les constantes physiques que nous mesurons dans notre univers sont légèrement différentes. Si la force nucléaire forte était 2% plus faible, les noyaux atomiques ne pourraient pas se former. Pas d'atomes, pas de chimie, pas de planète, pas de vie. Si la constante cosmologique, cette énergie du vide qui accélère l'expansion de l'univers, était même légèrement plus grande, l'univers se serait étendu trop vite pour que la gravité puisse jamais former des galaxies. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de nous. Ces ajustements fins, ces coïncidences cosmiques sont soit le signe d'un multivers dans lequel notre univers est l'un des rares à avoir les bonnes constantes pour la complexité et la vie, soit quelque chose d'encore plus profond que nous ne comprenons pas encore. Et Feynman, avec son honnêteté intellectuelle implacable, aurait dit « Nous ne savons pas ». Et c'est la réponse la plus scientifique et la plus honnête que nous puissions donner. Mais voilà ce que nous savons. Nous savons que les lois de la physique permettent la complexité. Nous savons que là où les conditions sont réunies, la complexité tend à émerger. Nous savons que la vie sur Terre est apparue relativement rapidement après que les conditions sont devenues favorables en quelques centaines de millions d'années seulement, ce qui à l'échelle géologique est presque immédiat. Cela suggère que la vie n'est pas un accident extraordinairement improbable, mais peut-être une tendance profonde de la matière organisée sous les bonnes contraintes. Tin Sentido, la vie comme propriété émergente d'un univers avec les bonnes constantes physiques. La conscience comme étape suivante de cette émergence. Et nous, ici, maintenant, comme la pointe momentanée de cette flèche d'émergence complexe. Puis, voilà ce que la physique nous enseigne sur notre place dans le cosmos. Nous sommes à la fois infinitésimalement petits et extraordinairement significatifs. Petit parce que l'univers observable mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre et que nous habitons une planète de 13 000 km de diamètre autour d'une étoile parmi 200 milliards dans notre seule galaxie. Significatif parce que, autant que nous le sachions, nous sommes parmi les rares arrangements de matière dans cet univers qui peuvent se regarder eux-mêmes et se demander comment tout cela fonctionne. C'est ça, la chose véritablement extraordinaire. L'univers, en nous créant, s'est donné la capacité de se comprendre lui-même. Feynman trouvait ça presque comique dans sa grandeur. Des atomes, des arrangements d'atomes forgés dans des étoiles mortes depuis des milliards d'années qui se regardent dans un miroir et se demandent comment ils sont arrivés là. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui contemple les étoiles, et cette contemplation n'est pas un luxe. C'est notre fonction cosmique, si tant est que la fonction ait un sens dans un univers qui ne se soucie pas de nos catégories. Mira, maintenant je veux te parler de quelque chose de concret, de pratique, de ce que nous pouvons faire dès aujourd'hui pour assurer cette continuation. La physique des voyages interstellaires, nous l'avons effleurée. Mais il y a d'autres pistes que la propulsion brute. La propulsion à impulsion nucléaire, dont les concepts ont été développés dans les années 60 dans le cadre du projet Orion, utiliserait de petites explosions nucléaires contrôlées pour propulser un vaisseau à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Les calculs de l'époque montraient que des voyages vers les étoiles proches en quelques décennies étaient théoriquement possibles. Pas facile, pas bon marché, mais théoriquement possible. La propulsion à fusion nucléaire représente une autre voie.
Deux noyaux légers qui fusionnent libèrent une quantité d'énergie colossale, et les produits de cette réaction peuvent être expulsés à des vitesses bien supérieures à celles que les réactions chimiques peuvent atteindre. Le défi est de maîtriser la fusion de manière contrôlée et continue, quelque chose que la physique ne nous interdit pas, mais que l'ingénierie n'a pas encore accompli. Et puis il y a les voiles à photons déjà mentionnés, et le concept de ramjet interstellaire de Bussard, qui proposerait de collecter l'hydrogène interstellaire en vol pour l'utiliser comme carburant de fusion. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient environ un atome d'hydrogène par centimètre cube. Ce n'est pas beaucoup. Mais si tu voyages assez vite et que tu as assez de surface de collecte devant toi, tu pourrais théoriquement collecter assez de carburant pour maintenir ta propulsion. Ces idées ne sont pas de la fantaisie. Ce sont des propositions d'ingénierie basées sur de la physique réelle, avec des calculs réels, des défis réels et des possibilités réelles. Feynman aimait cette approche bottom-up, partir de ce que la physique permet, puis travailler vers le bas pour trouver comment l'ingénierie peut y arriver. Il aurait détesté l'approche inverse, décider que quelque chose est impossible parce que nous ne savons pas encore comment le faire. Impossible, répétait-il, c'est le mot des gens qui n'ont pas encore fait le bon calcul. Me sigue, parce que nous approchons de la fin de ce voyage, et je veux m'assurer que tu repars avec quelque chose de concret, quelque chose que tu peux emporter avec toi. Voici les 3 concepts que Feynman t'offrirait ce soir, 3 outils intellectuels pour naviguer dans ce cosmos immense et menaçant. Premier outil, l'humilité épistémique. Accepter que ne pas savoir n'est pas une faiblesse, mais un point de départ. La science n'est pas un corpus de réponses définitives. C'est une méthode pour réduire l'ignorance de façon systématique. Chaque fois que tu entends quelqu'un affirmer avec certitude des choses sur les limites de l'univers, sur la vie extraterrestre, sur les voyages interstellaires, demande-toi, quelle est l'expérience qui permettrait de prouver que cette affirmation est fausse? Si personne ne peut répondre à cette question, alors ce n'est pas de la science, c'est de la métaphysique. Et la métaphysique, aussi belle soit-elle, ne construit pas de vaisseaux spatiaux. Deuxième outil, la pensée à l'échelle. Notre cerveau n'est pas câblé pour penser naturellement à des échelles cosmiques. Nous sommes câblés pour les savanes, pour les distances que nos jambes peuvent parcourir, pour les temps que nos vies peuvent embrasser. Mais nous pouvons entraîner notre cerveau à raisonner par analogie à des échelles plus grandes. Feynman utilisait constamment les analogies. Il disait que comprendre une chose, c'est voir comment elle ressemble à quelque chose que tu connais déjà, tout en notant précisément où la ressemblance s'arrête. C'est là que la vraie compréhension commence. Troisième outil, l'urgence calme, pas la panique. La panique est un état cognitif qui réduit les capacités de penser. Mais l'urgence calme, la reconnaissance que certains problèmes ont des délais réels et que ces délais ne négocient pas avec nos convenances, c'est le moteur qui a poussé les meilleurs scientifiques à travailler comme s'il y avait quelque chose d'important en jeu. Parce qu'il y en a quelque chose, il y en a toujours. Et maintenant la révélation finale, celle que Feynman gardait souvent pour la fin de ses cours, ce moment de silence avant de dire quelque chose qui changeait tout. Bueno, voici ce qui est aux limites de l'univers, ce qui ne devrait pas être possible et qui pourtant l'est. Aux limites de l'univers observable, les galaxies que nous voyons sont celles que l'univers avait il y a 13 milliards d'années. Nous ne les voyons pas telles qu'elles sont maintenant. Nous les voyons telles qu'elles étaient quand la lumière que nous captons aujourd'hui a été émise. Regarder loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le temps. Et à la limite maximale de ce que nous pouvons voir, nous approchons de l'époque du Big Bang lui-même, ce premier instant où l'univers était chaud, dense et encore informe. Ce qui se trouve à la limite de l'univers observable, c'est donc notre propre passé, notre propre origine. La lumière qui nous parvient de ces régions lointaines a voyagé pendant presque l'âge de l'univers pour nous atteindre. Elle porte en elle l'information de comment les structures se sont formées, comment la matière s'est organisée, comment les premières étoiles ont allumé leur feu dans un univers encore obscur. Et voici ce qui ne devrait pas être possible. Nous pouvons voir tout ça. Avec nos yeux, prolongés par des télescopes, prolongés par des équations mathématiques, nous pouvons voir l'origine de tout. Nous pouvons regarder en arrière dans le temps et voir les premières lueurs de l'univers. Des créatures biologiques dont le cerveau mesure moins de 20 cm dans sa plus grande dimension peuvent saisir intellectuellement l'histoire de la totalité de l'espace et du temps. C'est ça qui ne devrait pas être possible. Pas les distances, pas les constantes physiques exotiques, le fait que nous puissions comprendre tout ça.
Le fait que la physique mathématique, ce langage abstrait inventé par des humains pour décrire des régularités locales dans leur environnement immédiat, s'avère être le langage de l'univers tout entier. Le fait que les mêmes équations qui décrivent la chute d'une pomme décrivent la rotation des galaxies et la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir. Pourquoi l'univers est-il mathématiquement cohérent? Pourquoi les mêmes lois s'appliquent ici et à des milliards d'années-lumière? Nous ne savons pas, et cette ignorance n'est pas un échec. C'est l'invitation la plus excitante que l'univers nous ait jamais faite. Fijate bien, parce que voici la conclusion que Feynman voulait que tu emportes avec toi. L'univers est immense, violent, indifférent et magnifique. Il ne nous doit rien, il ne nous protège pas, il ne nous encourage pas. Et pourtant, dans un coin de cet univers immense, sur une planète minuscule autour d'une étoile ordinaire, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. La matière a appris à se regarder elle-même. Et cette capacité d'autocontemplation, cette conscience qui se demande d'où elle vient et où elle va, est peut-être la chose la plus précieuse qui existe dans cet univers. Peut-être, nous n'en sommes pas sûrs. Mais si c'est le cas, alors nous avons une responsabilité qui dépasse toutes les frontières politiques, toutes les idéologies, toutes les disputes qui nous semblent si importantes depuis notre perspective de fourmi sur ce tableau infini. La responsabilité de survivre, la responsabilité de comprendre, la responsabilité d'aller voir au-delà de notre système solaire, aller chercher les réponses que les planètes des autres étoiles pourraient avoir. Construire les outils, les vaisseaux, les instruments, les théories qui nous permettront un jour, peut-être pas demain, peut-être pas dans 100 ans, mais un jour de traverser les distances interstellaires et de porter la conscience humaine au-delà de son berceau. Et si, dans ce voyage, nous trouvons d'autres consciences, d'autres formes de compréhension, d'autres façons d'être intelligents dans cet univers, alors ce sera peut-être le moment le plus important de toute l'histoire de la matière organisée depuis le Big Bang. L'OVES, c'est pour ça que la physique n'est pas une discipline académique abstraite. C'est pour ça que comprendre l'univers n'est pas un luxe intellectuel. C'est pour ça que Feynman passait ses nuits à faire des calculs et ses journées à expliquer à tout le monde ce qu'il avait trouvé, avec cette joie presque enfantine, ce délice pur de quelqu'un qui a trouvé un trésor et qui veut le partager avec tout le monde dans la pièce. La physique, c'est la carte, l'univers, c'est le territoire, et nous sommes les explorateurs. L'exploration n'est pas optionnelle. Elle est inscrite dans notre nature depuis que le premier Homo sapiens a levé les yeux vers le ciel et s'est demandé ce qu'il y avait là-haut. Bueno, la réponse est tout, absolument tout. Et nous avons à peine commencé à regarder. Mira, il reste une dernière chose que Feynman voulait que tu comprennes, la chose la plus simple et la plus difficile à la fois. La compréhension ne vient pas de l'accumulation d'informations, elle vient de la capacité à se poser les bonnes questions. Et la meilleure question que tu puisses te poser ce soir, après tout ce que nous avons parcouru ensemble, n'est pas « est-ce que je comprends tout ce qui a été dit ?» La meilleure question est « qu'est-ce que je ne comprends pas encore et comment est-ce que je vais m'y attaquer ?» Parce que c'est ça, l'esprit scientifique, pas la certitude, la curiosité méthodique, pas les réponses. Les meilleures questions. Et quelque part dans cet univers de 2000 milliards de galaxies, peut-être, juste peut-être quelqu'un ou quelque chose d'autre se pose les mêmes questions depuis un rocher différent autour d'une étoile différente, avec un cerveau ou quelque chose d'analogue au cerveau, différent d'une autre, mais animé de la même impulsion fondamentale. Comprendre. Et si jamais nous nous rencontrons, toi et moi, ou nous et eux, la conversation qui s'ensuivra sera probablement la plus longue, la plus riche et la plus importante que l'univers ait jamais hébergée. Puis, c'est pour ça que nous construisons des télescopes et des fusées et des équations. C'est pour ça que nous nous posons des questions le soir en regardant les étoiles. Pas parce que c'est confortable, parce que c'est nécessaire. Parce que l'alternative, rester ici, ignorer le cosmos, prétendre que les frontières de notre planète sont les frontières de notre monde, est une condamnation à mort que nous n'avons pas le droit d'accepter sans nous battre. Feynman était convaincu que l'humanité pouvait faire mieux. Il était convaincu que la physique, bien enseignée, bien comprise, bien appliquée, était l'outil le plus puissant jamais forgé par une espèce intelligente pour naviguer dans un univers qui ne lui doit rien. Et il était convaincu que cette conviction, cette foi, dans la capacité de comprendre, valait la peine d'être partagée avec chaque esprit curieux sur cette planète. Ce soir, tu as partagé un bout de ce voyage avec lui. La question maintenant est, qu'est-ce que tu vas en faire ?